Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et bonjour tout le monde. Merci d'écouter Sud Radio et d'écouter On parle auto. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs. Toutes les auditrices. Ça commence bien. Hein. D'ailleurs, ça dérape un peu. Il va falloir passer la deuxième, hein, l'ami Jean-Luc, parce que là, ça patine mon grand ce midi. Alors, comment ça va ? Bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Et puis, on a un joli invité aujourd'hui. On a plein de jolis invités aujourd'hui. Alors, on va parler entre autres du contrôle technique. On va parler du contrôle technique avec le bilan du contrôle technique 2021. Alors, qu'est-ce qu'on grande leçon du contrôle technique ? Les voitures vont un peu mieux qu'avant et pourtant elles sont un peu plus vieilles qu'avant. Alors, on va parler aussi de Roule, puisque c'est de lui dont je voulais parler, ce joli invité. On a du mal ce midi, là. Franchement. Mais c'est parce que j'ai faim déjà, moi. C'est le nouveau nom d'Identicar. Exactement, et on aura son directeur, fondateur, PDG, enfin il fait tout, quoi. Il fait même, je crois qu'il fait le ménage et la lessive en plus, avec nous, Jonathan Tuchban, qui en plus a fait faire une étude Ipsos très intéressante pour savoir si les Français aimaient encore la bagnole. Allez, je vous donne un petit élément de réponse. Ils aiment pas, ils adorent. Ça tombe bien parce que du coup, je me sens un peu moins seule. Si je vous dis... Comment ça marche ? Comment ça marche ? Ça me fait penser à qui ? Ça vous fait penser à qui ? Eh bien, ça me fait penser à quelqu'un que j'aime beaucoup, Michel Chevalet. Mais on avec nous. Je ne sais pas si vous avez vu dans le sommaire, j'ai mis dans la rubrique d'avant, c'est un petit hommage en clin d'œil où on parlera du V2L et j'ai mis comment ça marche. Voilà, parce que Michel Chevalet sera notre invité pour la partie collection, car Michel est un amoureux des voitures anciennes et il est lui-même collectionneur. Allez, c'est parti, on y va ? Juste 2-3 petites choses à vous dire. Vous le savez, vous nous rejoignez au 0826 300 300 si vous voulez participer en direct à notre rendez-vous. Et d'ailleurs, à 13h, on prendra vos appels. Et puis, nous aurons également la page Facebook de Sud Radio. Et vous n'oubliez pas, et vous êtes très nombreux à le faire, et merci beaucoup d'écouter Autant on parle auto. Vous pouvez aussi réagir toute la semaine en nous écrivant des mails à je participe en tout un seul attaché, mot. voilà, ouais. @sudradio.fr. Vous mettez bien dans l'objet du mail On parle auto, votre nom et votre numéro de téléphone que l'on puisse vous recontacter. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. On va parler du bilan du contrôle technique 2021, mais pourquoi donc, l'ami Jean-Luc ? Parce qu'on vient de l'avoir, le bilan officiel du contrôle technique 2021. On a avec nous pour en discuter Laurent Palmier, qui est le PDG du réseau Sécuritest. Vous savez, c'est les leaders du contrôle technique en France. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, première constatation, Laurent, c'est qu'il y a eu plus de contrôles techniques l'année dernière. Ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit qu'avec les confinements successifs, puis les gens qui ne prennent pas leur voiture, on aurait dû en avoir moins. Pourquoi ? Vous avez une explication ? Parce qu'il y a plus de voitures d'occasion que de voitures neuves. Bam ! Est-ce qu'elle aurait raison, Dame Laurence ? Oui, elle a raison, parce qu'en fait, le confinement n'a pas d'impact, puisqu'on parle d'un contrôle technique périodique. Eh oui. Et donc, les gens sont venus nous voir, avec des décalages de date, on en reparlera peut-être dans une autre émission. 25 millions de contrôles en 2021, donc plus 3%. Pourquoi ? Parce que les gens n'achètent pas de voitures neuves, ça aussi, vous avez déjà eu l'occasion d'en parler. Il y a un fort renouvellement de véhicules d'occasion, parce en 2021, je crois qu'il s'est immatriculé plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs, et ça c'est historique. Alors c'est très compliqué pour nos collègues qui vendent des autos. Mais on a fait une année, record en volumétrie. D'accord. L'âge du parc aussi vieillit. On est à quoi aujourd'hui en âge moyen du parc auto ? Et on est passé de 11 ans en moyenne en 2012 à 12,3 années en 2022. Ça, c'est ce qu'on va avoir en 2022. Et ça, par contre, ça, à mon sens, ça pose un problème au niveau environnemental parce que les constructeurs avaient fait beaucoup d'efforts ces 10 dernières années, que ce soit sur les véhicules essence ou véhicules diesel. Et finalement, il y a un espèce de coup de frein qui a été donné. Alors, certes, il y a la crise des semi-conducteurs, mais il y a un coup de frein parce qu'aujourd'hui, et peut-être vous deux, vous êtes dans l'incapacité de savoir quel type de voiture vous devriez acheter pour demain. Oui.
C'est j'aime vrai, bien- ouais, c'est non, vrai. mais Quoique clair, moi hein. j'ai une petite idée parce que là je roule en Tesla Y Ouais, et ça j'ai va. une petite idée. Moi, je continue à être un peu sur le thermique, hein, vous le savez, mais du coup, pour demain, j'avoue, je ne sais pas. Voilà. Alors les principaux motifs de contre-visite, parce que bon, moins de voitures recalées, ça aussi, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens entretiennent mieux leur voiture. Bah, je vais pas y arriver aujourd'hui. Ou alors que les voitures résistent mieux qu'autrefois. Alors ça, c'est peut-être à cause de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir les véhicules ont moins roulé sur la période en question, parce que dans le fameux bilan de l'OTC dont on parle, qui est un bilan annuel, on revoit apparaître toujours les mêmes défauts. Hein, Ouais, le premier c'est quoi? C'est les roues, les pneus, les suspensions, c'est les Exactement. essieux quoi. Oui, donc les pneumatiques Il leur arrivent en reste tête, les essieux pour pleurer quoi. c'est ça. Moi, je dis Et donc, Jean-Luc, one point. Les pneumatiques sortent toujours en premier, donc quand on roule moins sur une période de 2 ans, potentiellement on a moins de gens recalés là-dessus quand ils arrivent chez nous. Et puis il y a les éléments, les défauts d'éclairage, de réglage de feu, enfin on retrouve toujours à peu D'accord, près ouais. les mêmes choses. Des éléments de Après, c'est la pollution, l'opacité des fumées. Là, c'est les diesels principalement qui sont concernés. Mais ça n'a pas été la catastrophe qui avait été annoncée avant le durcissement du contrôle technique. Hein. Non, parce que, alors ça c'est aussi pour une raison évidente, c'est qu'on contrôle l'opacité des fumées au regard de la valeur de réception. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'autoriser en 2021 à refaire l'histoire sur un véhicule qui a été matriculé en 2010. Mais ça représente quand même 3,5% du taux de contre-visite. Hein. Oui, donc c'est pas négligeable du tout. Voilà. Voilà. Après, les défaillances critiques, les fameuses défaillances qui vous empêchent de rouler le lendemain du contrôle technique. Là. Donc si vous avez une défaillance critique, c'était quoi? On avait dit que ça serait une catastrophe. Là, c'est pas non plus une catastrophe. C'est quoi? C'est les pneus encore? Oui, beaucoup les pneumatiques et les éléments. Je pense au feu stop, aux 3 feux stop par exemple, ou au contacteur de pédale, hein, qui fait que vous ayez plus de feu stop, tout simplement. Les défaillances critiques, il faut savoir quand même que ce sont des éléments qui sont d'une dangerosité extrême en utilisation. Et c'est pour ça, et c'est heureux, qu'on n'en retrouve pas énormément. Mais vous voyez, on est à peu près à 1% sur 25 millions de contrôles réalisés. Ça veut dire qu'il y a quand même un paquet de gens qui se mettent en danger tous les jours sans le savoir. D'accord. Bon. Merci Laurent, on refera un bilan bientôt parce qu'on parlera en fait de la difficulté qu'on pourra avoir au printemps de passer son contrôle technique. On vous expliquera pourquoi. Oui, avec plaisir. Donc ça veut dire que tous ceux qui doivent passer leur contrôle technique au On printemps... dit rien pour le moment, c'est suspense terrible. Oh, mon Dieu, mais quel teasing, je ne vais plus dormir. Merci beaucoup. Merci Laurent Palmier, PDG du réseau Sécuritest et qui est avec nous sur Sud Radio ce midi. Dans quelques instants, on aura le plaisir de participer, tout du moins de découvrir l'essai de la semaine, puisque l'ami Jean-Luc a essayé la Mercedes EQA. Mais tout de suite, et juste après la pause, c'est Club Identicar qui devient Roule et qui dévoile un sondage sur les relations que nous avons, nous les Français, avec l'automobile. On en parlera avec Jonathan Tuchban, qui est le directeur de Roule. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous allons parler de ce sondage incroyable. Et moi, ça me plaît beaucoup. Quelle relation ont les Français avec leur voiture? Avec, entre autres, un invité, Jonathan Tuchban, maintenant directeur de Roule, alors qu'avant, on le présentait comme directeur d'Identicar. Oui, il va nous faire un petit peu l'historique. Bonjour Jonathan. Bonjour Jonathan. Alors, Club Identicar. Alors, tout était dans le nom au départ. Vous avez commencé à faire du gravage de voitures, c'est ça? En 1982, l'entreprise s'est créée. On n'était pas nés avec Laurence. Il y a 40 ans. On a 40 ans. Vous les faites pas. Ouais, Roule, c'est un peu notre crise de la quarantaine, en fait. On a décidé de changer de nom. D'accord, parce que vous faisiez déjà autre chose. Mais vous avez pourquoi, fait beaucoup d'ailleurs plus de choses que du gravage de voitures depuis. Eh ben, en fait, vous venez de répondre à la question. On fait beaucoup plus de choses que du gravage. Et effectivement, quand on s'appelle Identicar, identifier la voiture, hein, pour ceux qui parlent très bien l'anglais, on avait un nom qui était vachement attaché au métier d'origine. Et comme on fait effectivement beaucoup plus de choses aujourd'hui, on a décidé pour nos 40 ans de changer de nom et de devenir Roule. On est toujours sur des services autour de la voiture. Hein, oui, c'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est quoi les plus de choses? Alors, de l'assurance complémentaire, ça on connaissait depuis plusieurs années. Effectivement, donc la protection anti-vol aujourd'hui, c'est toujours le gravage, mais c'est aussi de la géolocalisation en haut de gamme, des balises de géolocalisation.
complémentaire auto, donc un principe de complément de l'assurance principale comme une mutuelle santé, c'est-à-dire qu'on vient compléter votre assurance, qu'elle soit au tiers ou au tout risque. On paye les franchises, on paye les stages de points quand vous perdez des points sur votre permis, on paye les pneus crevés, ce que fait rarement l'assureur, des journées de véhicules de remplacement sur tous les événements qui peuvent vous arriver en voiture. C'est drôlement bien ça. Et donc, ça vient compléter l'assurance. J'aime bien l'idée de la mutuelle, excusez-moi Jonathan, mais prie. l'idée de la mutuelle comme par rapport à la sécurité sociale, j'aime bien parce que c'est clair, mais du coup c'est un coût de combien à peu près? Parce que c'est hyper intéressant. Oui, absolument. Alors on a, en moyenne, nos clients payent autour de 14 € par mois. D'accord. Et après, le gros des clients, sur les petits produits, on peut démarrer à 5 € par mois sur des services autour de la mobilité. Et ça monte à 16 € par mois sur des packs très complets avec les indemnisations, la crevaison, la couverture du vandalisme aussi. Ah bah non, ça m'aurait bien arrangé. C'est la semaine récupération dernière, de points sur le permis. Combien? C'est des stages, hein, on est d'accord. Effectivement. Et vous les organisez vous-même ou vous? Alors on a un partenaire. Vous pouvez nous appeler. C'est génial, si donc vous êtes adhérent chez nous, vous perdez des points sur votre permis. Alors gros excès de vitesse, forte alcoolémie, etc. On ne va pas là-dedans, mais vous perdez un point malencontreusement, vous nous appelez. Et on organise le stage. Vous pouvez aussi télécharger notre appli mobile. Alors, Jonathan, trouvez le stage près de chez vous. Excusez-moi, je ne vais pas faire un stage pour un point. C'est quand on commence à être à 7, 8, 6 points. Voilà, là, c'est pour récupérer 4 points. Mais bon. Alors, on récupère 4 points. Quand on fait un stage, on récupère effectivement 4 points. Et ça concerne pas mal de Français. Effectivement, c'est un des services les plus utilisés chez nous. Et vous y avez accès en nous appelant ou sur notre appli. Je ne paye pas mon stage dans ces cas-là, puisque j'ai... c'est principe parce de complémentaire auto. Parce qu'on est sur 300 € à peu près, là, les 2 jours. Ça dépend où vous faites votre stage. Évidemment, à Paris, c'est un peu plus cher. Oui, mais ça vaut il loue des salles qui valent plus cher. T'imagines, 16 € par mois. Bien sûr. Au pire, je suis à 160 plus 32, 192 € sur l'année. Un stage, ça vaut à peu près entre 250 et 300. Donc rien que pour ça, j'ai déjà rentabilisé ma mutuelle identité. Si vous perdez beaucoup de points, Laurence. Non, mais ça peut arriver à tout le monde. En fait, c'est ça le principe. C'est que donc il y a la perte de points, l'accident, le vol, le bris de glace. En fait, si vous multipliez le nombre d'événements qui peuvent vous arriver sur une voiture, on vient intervenir, soit frontalement, soit en complément de l'assureur principal. Alors, en plus, vous aidez les jeunes à passer leur permis. Il y a des initiatives solidaires pour aider les jeunes à passer leur permis de conduire. Ah, effectivement. Alors là, c'est bien parce que comme ça, vous avez des futurs clients, en fait. Vous amorcez la pompe dès le départ. Alors, on va vous aider à passer votre permis. C'est pas mal. C'est pas que des jeunes. C'est pas que des jeunes. En fait, effectivement, dans le club, il y a des services payants, on vient d'en parler. Et on a aussi une dimension sociale avec une fondation qu'on a lancée il y a 3 ans, avec des projets opérationnels qu'on mène en interne avec des collaborateurs qui sont dédiés à cette activité ou des volontaires dans nos équipes qui travaillent sur ces sujets. Donc, vous avez parlé du permis de conduire. Donc, effectivement, vous avez des gens qui ont des difficultés pour passer le permis. Ouais, concrètement, on prend un exemple. Je voudrais, moi, passer mon permis, enfin. Oui. Je peux faire appel à vous comment? En fait, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un outil pédagogique pour vous aider quand vous avez des difficultés d'apprentissage ou de langue à passer le permis. Parce de langue, ce matin, j'en ai pas mal. Le code de la route pour quelqu'un qui, par exemple, vient d'arriver en France, a des difficultés financières, des difficultés à maîtriser le français, c'est pas évident. Or, pour bosser, il faut une voiture. On y reviendra dans l'enquête, mais a priori quand même, pour avoir une vie normale en France dans bien des régions, on a besoin de sa bagnole. Et pour bosser. Donc le principe, c'est l'inclusion dans la société, ça passe aussi par la bagnole et d'abord par le permis. Donc nous, on a monté un laboratoire chez nous avec une classe de code, avec des personnes fragiles qui nous ont été envoyées par des associations. Alors on parle de ces personnes pour la langue, mais quel autre type de personnes? En fait, c'est 2 types, difficulté de langue ou difficulté d'apprentissage. Donc, dyslexie, donc des associations font le tri, entre guillemets, et vous les envoient ensuite pour passer le permis de conduire. Et ça, c'était notre première étape. Et là, notre objectif, c'est de monter un outil pédagogique avec ce qu'on a appris, parce qu'en fait, on a construit une capacité à justement enseigner le code à ces personnes-là, de monter un outil pédagogique et de le permettre à n'importe qui d'y accéder. Quand je dis n'importe qui, c'est toutes les associations qui aident ces personnes-là ont besoin de leur faire passer le permis. Et donc, l'outil, après, il sera à disposition des associations, voire d'entreprises qui veulent faire comme nous. Comme c'est une fondation, les gens ne payent pas. Ah non. C'est ça. Non. On est d'accord. On est d'accord. C'est-à-dire que la personne qui a besoin de vous pour passer, l'association qui fait appel à vous, personne ne débourse rien. Non. Wow, donc, on a chapeau bas. Chez nous, on a bien une activité, un business qui nous fait vivre.
Et on a des services gratuits. On a un média aussi. Voilà, qu'on a lancé, j'allais y venir parce que en fait, vous êtes là surtout pour ça. Parce qu'il y a un média qui vient d'être lancé. Voilà, à destination du grand public, c'est-à-dire que vous vous ouvrez au grand public. Et l'idée, c'est un peu de ce qu'on fait ici, c'est pour ça qu'on va être partenaire d'ailleurs, c'est d'aider les gens dans leur vie d'automobiliste de tous les jours, c'est ça? Effectivement. Alors là, il faut décrypter, puis après, je voudrais qu'on parle de cette étude. De l'enquête. Si vous avez des questions, Dame Laurence, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez On Jean-Luc parle auto, Moreau, bonjour, voilà, je voudrais, voilà, je suis en panne avec ma voiture, qu'est-ce que je peux faire? J'hésite entre une voiture électrique et une voiture hybride, quelle est la différence? C'est exactement ce genre de questions, vous répondez à des questions pratiques en fait. Alors, on est vraiment un média conseil, on se concentre sur l'usage de la voiture. Donc, il n'y a pas d'essai sur notre site, sur nos vidéos, nos articles, etc. On répond à des questions réglementaires, des questions d'usage au quotidien sur les pneus hiver, par exemple, puisque c'est un peu l'actualité en ce moment, de savoir comment on s'équipe. Des questions sur la transition écologique aussi, parce que c'est vous qui parce qu'on vit une période. Le futur acheteur, il est perdu. Il faut qu'on avance. Mais excusez-moi, Jonathan, ça roule, mais ça roule doucement là. Il faut qu'on avance un peu. On avance. Mais ça veut dire quoi? C'est moi qui pose la question sur le site internet ou c'est vous qui répondez à des questions génériques? Il y a des dossiers. En fait, on a 1 200 000 membres automobilistes. On a 300 000 appels par an via notre équipe relations clients. Donc, on connaît un peu les automobilistes en France. C'est notre secteur. On est dédié à l'automobile. On ne fait rien d'autre. Et c'est de cette expérience-là qu'on tire des constats, des problématiques. Et après, on les traite. Voilà, super. On les traite. Alors, c'est un peu ce qu'on fait nous. Alors, après, l'étude. Enquête Ipsos pour Roule. Oui. Alors, on a tendance à dire, c'est vrai, quand on écoute nos dirigeants, on nous fait passer de façon subliminale le fait que la voiture, c'est un peu un truc qui est dépassé. Sauf sur Sud Radio. Voilà, que c'est un truc qui est dépassé, que finalement, les gens arriveraient à s'en passer. C'est exactement le contraire de ce qui apparaît dans votre sondage. Alors effectivement, déjà, il y a un chiffre intéressant, je pense que c'est le plus marquant. Pour 90% des sondés, sans bagnole, ma vie est plus compliquée. Voilà, donc déjà. Je suis d'accord. Et après, si on descend un petit cran... Sans mec, ça marche, mais sans bagnole, c'est compliqué. Déjà, pour trouver un mec, une bagnole, c'est quand même... Je reste sur la bagnole, personnellement. Et 72% disent même impossible ou quasi impossible la vie sans bagnole. Oui, parce que beaucoup en ont besoin. Mais ce qu'on découvre aussi, parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, beaucoup de gens allaient travailler et que c'était un mal nécessaire, l'automobile, entre guillemets, mal nécessaire. Non, mais là, je me fais l'avocat du diable. Même si on dit que c'est un mal nécessaire, mais j'y viens juste après, on se rend compte que les gens prennent du plaisir à conduire, par contre. Donc, c'est pas un mal nécessaire. Voilà, c'était la démonstration. Dans les interrogés, on en a quand même 9 sur 10 qui disent aimer conduire. Voilà, c'est ça. Moi, j'adore ça. On se rend compte, c'était De Gaulle ou Pompidou qui disait les Français aiment la bagnole, c'est De Gaulle, je crois. C'est Pompidou. C'est Pompidou. C'est Pompidou, Pompidou aimait beaucoup l'automobile. Un gros défenseur de la voiture. Il roulait lui-même, d'ailleurs, il avait une Porsche qui était au nom de sa femme, parce qu'en tant que président, il ne pouvait pas rouler en Porsche. Mais... Alors, il y a d'autres résultats de cette étude, au-delà du fait, je ne suis pas étonné que 90% des Français aiment les 10%, c'est qu'ils ont entre 0 et 5 ans, ils n'ont pas pu répondre. Il y a d'autres choses qui sortent très fortes. Moi, j'aime bien l'histoire du permis de conduire aussi. On s'y intéresse peu souvent. Il y a une rumeur qui dirait que les gens passent moins leur permis. Voilà, alors déjà, on n'a jamais été sur un taux de permis aussi élevé en France, 88%. 88%. Ouais, 88%. Et les jeunes, alors, quand vous êtes dans la tranche 16-24, il y en a déjà 57% qui ont leur permis. Déjà. Et quand vous dépassez 25, vous êtes sur la tranche d'après, vous atteignez 86%, donc quasiment la moyenne nationale. Ouais. Donc, en gros, je suis jeune, j'ai encore la possibilité de vivre sans voiture. Si je suis urbain, métropole, etc. Dès que je commence à avoir une vie de famille, à bosser, à travailler, j'ai besoin d'une voiture. Bon, on se rend compte après que les ruraux ont plus de permis et de voitures que les citadins, ce qui est un peu logique. L'extrême étant Paris, qui est la ville d'Europe où il y a le moins d'automobiles, enfin d'habitants qui possèdent une voiture. Oui, mais à cause de qui? Non, mais ça, on en parle. Non, mais parce qu'en fait, il y a eu une politique de je vire la voiture de Paris. Voilà. C'est ça, je vire la voiture de Paris, mais bon, on virera pas la voiture de la vie des Français. Non, c'est ça qu'on apprend. En tout cas, pas de la nôtre. Après, quand on parle justement de Paris, on a 73% des habitants en région qui reconnaissent que la vie sans voiture serait impossible, mais on a 63% des franciliens quand même. Oui, des franciliens. Les gens c'est qui pas habitent en dehors c'est de les deux Paris. franciliens. Et effectivement, 86% des urbains quand même le disent aussi. Donc,
Il y a Non, mais Paris, Paris, mais il y a c'est biaisé. d'autres, il y a d'autres zones urbaines. D'abord, Paris n'est pas la Ouais. France, et puis c'est biaisé d'étudier Paris parce qu'il y a une telle politique anti-voiture, il y a tant de travaux en ce moment que c'est juste inroulable. Donc, du coup, évidemment, on retrouve ces chiffres-là. Ouais, Mais bien la sûr. vérité, elle n'est pas là, en fait. C'était notre envie. Hein. Nous, on aime la bagnole, c'est notre activité. Moi, je Et suis donc, ravie de vous accueillir. On avait envie pour lancer Roule de rappeler le caractère essentiel de la voiture. Vous avez parlé de fondation, inclusion le sociale. caractère essentiel et plaisir aussi, puisqu'on se rend compte aussi que c'est une source de plaisir. C'est C'est utile. pas que un outil, c'est aussi une source de plaisir. Pour vous contacter, le site internet Roule.fr. R-O-L-E. O-L-E. Roll. Roule.fr. R-O. R2O. Pardon. 2O. R2OLE.fr. Ok, Voilà. roule. Roule, vous Ma poule. barrez le U, vous mettez un deuxième O à la place. D'accord, mais si je fais Roule.fr. roule ma poule P-O-O-L, c'est du tir. C'est Je plus... sais pas si on a acheté ce nom de domaine-là. Jonathan était avec nous. J'aurai le plaisir, avec l'ami Jean-Luc, de vous convier de nouveau. Oui, bah bien Ah, sûr. c'est Maintenant évident. qu'on est Merci partenaire, beaucoup. on va se voir souvent. Jonathan Tuchban, directeur de Roule, R-O-O-L-E, que vous retrouvez sur Internet. Merci d'avoir été avec nous et merci de faire partie de l'aventure. On parle auto et d'ailleurs on parle auto dans quelques instants. On continue avec l'essai de l'ami Jean-Luc qui va nous faire prendre le volant d'une Mercedes électrique. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on va prendre le volant que vous retrouvez aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio avec toute une vidéo qui accompagne cet essai de la semaine. On prend le volant d'une Mercedes électrique, l'ami Jean-Luc. La Mercedes EQA. Vous savez, les modèles électriques Mercedes s'appelleront EQ désormais. Et derrière, le A, c'est la petite, etc. etc. I, c'est le E dit en phonétique anglaise. C'est EQA, Voilà. si on veut le dire en français. Soyez Alors, polis, c'est- s'il vous plaît. En fait, c'est la plateforme technique du Mercedes GLA, qui est la version technique. C'est un SUV. Voilà, aujourd'hui, alors je sais, il y a plein d'auditeurs qui disent ouais, il y en a marre, il y a que des SUV. Bon, c'est pas de ma faute si les gens veulent acheter des SUV. Donc les constructeurs font des SUV, mais je vous rassure, on essaiera autre chose bientôt. Alors. SUV plutôt élégant, moi je le trouve joli. Bon, il reprend un peu la ligne du GLA, il est assez long, il fait 4,46 m de long, c'est 5 cm de plus qu'un GLA. La version électrique se distingue de la version thermique par sa face avant avec une calandre pleine, et puis la poupe est traversée par un bandeau lumineux, c'est assez joli, j'aime bien. Dans les défauts, on va le dire tout de suite, parce qu'après je trouve qu'il a beaucoup de qualité ce véhicule. Le coffre perd 50 litres à cause des chargeurs qui sont sous le plancher du coffre. Il offre quand même 300 décimètres cubes, on va considérer que c'est une petite familiale. C'est vrai que l'espace à bord en plus est idéal pour 4 personnes. Le cinquième un petit peu moins bien loti à la place du milieu à l'arrière. La grosse qualité, vraiment. Et autant je trouve que Audi a plutôt baissé, surtout dans cette catégorie-là, c'est on va dire une catégorie à accès, autant Mercedes est revenu à son plus haut niveau. Je trouve que la qualité de fabrication, elle est vraiment remarquable. Pour moi, la référence aujourd'hui, c'est Mercedes en termes de qualité. Je trouve que la présentation en plus est réussie. Vous avez des aérateurs, par exemple, qui sont en forme de turbine, c'est joli. Une dalle panoramique qui intègre les compteurs et l'infodivertissement. Il y a un truc que j'adore dans la voiture, c'est « Hey Mercedes ». Et là, elle vous répond. C'est en fait la commande vocale j'adore. La meilleure du marché. D'ailleurs, à un moment, j'ai dit hey, Mercedes me dit, je vous écoute. J'ai dit Mercedes, je t'aime. Elle m'a dit moi aussi, je passe de très bons moments avec vous. Non, mais l'autre, je vais être jalouse, moi. Et qu'est-ce qu'elle en dit, votre dame, l'officielle? Non, je rigole, c'est joli. Pas de jalousie avec Mercedes, mais c'est vraiment pour lui demander n'importe quoi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. Vous verrez, je lui parle. On n'a pas besoin d'utiliser des phrases D'ailleurs, on voit prédéfinies. un extrait, comme tout le temps, grâce à notre réalisateur Bastien, qui met ça sur la page Facebook de Sud Radio. Sous le capot de notre version EQA, on a un moteur électrique qui développe 190 chevaux pour un couple de 375 Nm, c'est beaucoup. C'est un moteur asynchrone. Alors généralement, c'est un peu technique, mais c'est des moteurs synchrones à aimant permanent. Et là, c'est un moteur asynchrone. Qu'est-ce que ça offre comme avantage? Il va consommer moins à grande vitesse. On va le voir tout à l'heure sur autoroute. Alors au volant, je trouve que Mercedes a trouvé réellement le bon équilibre entre le maintien de caisse et le confort. C'est une voiture qui est à la fois confortable et qui tient bien la route. S'y ajoute une grande douceur, à la fois du moteur électrique et un silence qui est assez phénoménal. Et avec le couple généreux du moteur, on a vraiment un plaisir, mais qui est immense à conduire cette voiture. Alors,
c'est quand même assez tonique, hein, 80-120 en 5 secondes 9, donc Ouais. les reprises, ça marche bien. Il y a une position sport qui sert à rien, donc vous pouvez toujours l'essayer. Juste se la péter Voilà, un peu. vous mettez la position sport. Bon, à la limite sur chaussée mouillée, comme c'est une traction, alors il existe une version 4x4 beaucoup plus puissante, mais avec la même batterie. Donc vous perdrez en autonomie ce que vous allez gagner en traction et en accélération. Et franchement, c'est pas la peine. Ce modèle-là est largement suffisant. Il peut quand même mettre à mal un peu le couple sur les roues avant. Enfin, le couple peut mettre à mal un peu la motricité des roues avant quand on est sur le mouillé, mais c'est vraiment le seul petit point qu'on pourrait lui reprocher par rapport à la version 4x4. La batterie, elle fait 66,5 kWh utile, c'est bien, hein, ça autorise entre 399 et 426 km d'autonomie selon le D'accord. cycle d'homologation. Alors, me dire dans la vraie vie, ça fait quoi? En réalité, moi j'ai consommé 21,8 kWh au 100 km, ça fait environ 300 km d'autonomie. J'ai roulé à 130 sur l'autoroute, c'est ça qui est intéressant. Parce que vous savez que les voitures électriques, quand on va être en ville, on va avoir une consommation très basse. Et dès qu'on va accélérer le rythme à 130 km/h, on va avoir une consommation qui est 2 fois plus importante. Et là, l'autonomie va diminuer. Et justement, ce moteur asynchrone permet de limiter la surconsommation sur autoroute. Donc, on a une consommation sur autoroute qui est pratiquement équivalente à celle qu'on a sur route. C'est ça qui est intéressant avec cette voiture. Je dirais qu'elle est presque plus autoroutière que routière ou urbaine. On peut recharger en 11 kW sur une prise en courant alternatif chez soi, par exemple une wallbox, ou jusqu'à 100 kW en courant continu. Alors, il y a des véhicules qui font mieux. Les Tesla, par exemple, font mieux. Ça, clairement, les Américains ont vraiment pris de l'avance sur ça. Mais par contre, en finition, ils sont à 1000 lieues de cette Mercedes. Donc, Ah ouais. ouais, Gros coup de cœur là. mais quand même, j'aimerais, vous, hein. moi, la technologie d'une Tesla dans cette Mercedes-là, par exemple. Bon, la version que j'avais, qui est AMG Line, c'est la finition haut de gamme, est à 49 900 €. Pourquoi 49 900 ? Parce que comme ça, on a un bonus de 2000 €. C'est plutôt pas mal. Mais attendez. Vous êtes en train de me dire que cette voiture, c'est une Merco. Ouais, Mercedes. elle est super bien Vous finie. l'aimez beaucoup. Elle est Et hyper agréable à conduire. Elle est qu'à 49 000. Oui, alors quand vous dites elle est qu'à 49 000, il y a plein de gens qui ont les cheveux qui se dressent sur la Non, tête. Mais non, Jean-Luc, non, vous allez comprendre Oui, pourquoi. oui, je vous sais. allez comprendre pourquoi. Parce que déjà, une Mercedes, moi j'ai Mais un si jour... vous prenez un hybride rechargeable, il est plus cher. Non, mais c'est pas ça, je veux dire. C'est pas ça. Une Mercedes, c'est cher. C'est cher. Et là, 49 900 pour une Mercedes EQA, c'est-à-dire une électrique, où on sait qu'elles sont beaucoup plus chères que les thermiques, je trouve que c'est pas C'est pas déconnant. Voilà. On est Mon envoyé. anniversaire, c'est en juin, Laurence. Non, mais c'est dingue. Mais comme ils ont fait des efforts sur les prix, ils veulent attaquer Ils un veulent. public un peu plus. Il y a deux marques comme qui moi, sont en c'est-à-dire avance moins en de sous. électrique, je le dis clairement, c'est Tesla et Mercedes. Ben, je trouve, oui, 50 000, c'est, c'est le prix. Je trouve que c'est pas cher pour pas cher. Pour une Mercedes, c'est honnête. C'est la finition haut de gamme en plus. En plus, dites donc. Bon, donc on est content. On retrouve d'ailleurs l'essai vous complet verrez. sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Moi, je m'attendais à beaucoup plus, genre le double. Bon, allez. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. J'en reviens pas. Bon, c'est pas mal. Je peux pas l'acheter demain, mais c'est quand même pas mal. On parle de voitures et d'environnement. On parle de avec voitures électriques encore. On va une parler question. de le V2L. Ah, alors attends, on a Qu'est-ce que Philippe c'est déjà qui arrive Ouais. parce que vous savez que cette émission est la vôtre. Vous pouvez poser vos questions. Je vous rappelle à ce moment de notre émission les portes d'entrée pour venir nous retrouver 0826 300 300 pour être en direct avec nous ou par mail sur jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez votre prénom, on parle auto et votre numéro de téléphone. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc Moreau. Merci, avant tout, merci pour cette note féminine de fraîcheur et gaieté que vous apportez à l'émission. Merci beaucoup, c'est gentil. Un peu de tendresse me fait du bien. Même Jean-Luc en paraît rajeuni. Alors là, je sais pas si Oui. je vais prendre ça comme un compliment. Bah si, vous faites 20 ans d'un seul coup. ouais, merci Philippe. Merci Philippe. En plus, Philippe, il est très intéressant parce que lui, il a déjà franchi le pas. Il produit son électricité, c'est ça, hein, vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous ? Oui, on a des panneaux photovoltaïques. La seule chose qui me manque encore à l'heure actuelle, ce sont des batteries. Et avant de me lancer dans l'achat de batteries, j'aimerais bien savoir exactement ce qu'il en est entre le V2G et le V2L, de façon à pouvoir utiliser... On a perdu Laurence, Philippe. Alors, je vais expliquer rapidement ce que c'est. Ça permet, en fait, la batterie de votre voiture va vous servir de batterie pour stocker l'énergie dans la journée, par exemple, quand vous avez du soleil, les panneaux photovoltaïques fournissent de l'énergie que vous n'allez peut-être pas consommer, vous allez charger votre voiture avec. Ouais. Ça, c'est le sens normal qu'on connaît. Oui. Mais
quand il n'y a plus de soleil et que votre batterie de voiture est pleine et que vous n'avez pas besoin de rouler avec, vous pouvez réutiliser l'énergie pour faire votre lessive, votre passage, regarder la machine à télé, café, exactement. c'est dingue. Vous pouvez alimenter la maison avec la voiture. Mais c'est ça. ça demande, excusez-moi Philippe, ça ça demande demande des branchements particuliers. Oui, justement. Ah. Ça se fait pas comme ça. Une borne bidirectionnelle. Exactement. On a alors justement, tiens, on a. C'est ça le V2L alors. Exactement. D'accord. On va expliquer comment ça marche précisément et quels véhicules peuvent faire ça, parce qu'il y en a déjà qui peuvent faire ça. Et on accueille Ehsan Enami, qui est le directeur de Covoltis. Bonjour Ehsan. Bonjour. Bon, alors, Laurence commence à comprendre comment ça fonctionne. Alors, il faut une borne spécifique, on est d'accord? Expliquez-nous. Absolument. En fait, c'est vrai que tout à l'heure, vous parlez de V2L et de V2G. Le V2L, c'est simplement le fait de prendre du courant des batteries de votre véhicule en courant alternatif, comme une prise qui peut alimenter votre maison, votre barbecue si vous êtes en train de faire un pique-nique. Et finalement, vous prenez juste du courant. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste la conversion courant continu de la batterie en courant alternatif que tous les appareils utilisent. Mais le V2G, en soi, est beaucoup plus complexe, parce que vous réinjectez de l'électricité dans le réseau. Alors certes, il y a le réseau domestique, mais le réseau domestique est connecté au réseau qui est à l'extérieur. Et quand on réinjecte du courant dans le réseau, il y a déjà un principe de base, c'est que vous devez, comme on dit, synchroniser votre propre production avec le courant qui est à l'extérieur. C'est ce que font tous les systèmes de panneaux solaires. Vous réinjectez du courant électrique et s'il n'y a pas de synchronisation, il y a beaucoup de pertes d'énergie. Donc l'onduleur, par exemple, qui est installé par les installateurs de panneaux électriques, son travail consiste à faire ça, la synchronisation de l'électricité. Je vais sous-titrer pour ma maman et pour Laurence. Je commence à comprendre, voilà. ça va. En fait, tout l'intérêt du système V2G, c'est que les voitures, dans la journée, quand il y a du vent et de la lumière, donc quand les panneaux photovoltaïques fournissent ou les éoliennes fournissent de l'énergie qu'on n'utilise pas, parce que c'est pas le moment où on en a besoin, les voitures rechargent, et au moment des pics de consommation, parce qu'en France, c'est pas la production électrique qui pose problème, elle est largement excédentaire. Ce qui pose problème, c'est la production au moment du pic de consommation. Et au moment de ce pic de consommation, si on a du V2G, c'est les voitures. C'est plus des centrales thermiques à charbon qui vont alimenter le réseau, c'est les voitures électriques qui peuvent fournir, alors beaucoup d'énergie, une batterie de voiture électrique, c'est quand même assez conséquent aujourd'hui. Oui, mais ça veut dire, excusez-moi l'ami Jean-Luc, on revient vers vous, Philippe et Ehsan, ça veut dire qu'il faut que toutes les voitures électriques au moment de ce pic soient branchées en même temps. Alors, pas en toutes, V2L, mais pour tout redonner. En V2G. Il faudrait déjà qu'il y en ait un certain nombre qui soient connectés. Ouais. C'est tout le challenge. Et ça veut dire que les bornes, on est d'accord, Ehsan, les nouvelles générations de bornes qui vont arriver seront capables de faire ce transfert dans les deux sens. Quelle que soit la voiture électrique que j'aurai. Alors justement, c'est la question d'après. En fait, les bornes, leur fonction, il y a deux types de bornes, mais globalement, les bornes qu'on appelle en courant alternatif, qui sont les moins chères, il faut qu'ils comportent des fonctions de communication de nouvelle génération avec le véhicule. Et la banque demande au véhicule de lui remettre du courant dans le réseau à une certaine fréquence, à un certain voltage, etc. Donc, une fois tout ça mis en place, le courant revient. Mais Jean-Luc, ce que tu disais par rapport à comment est-ce qu'on fait au départ, à quel moment on charge, à quel moment on décharge, en pratique, on rêve tous du manque de charge qui soit avec la production d'énergie éolienne ou solaire qui soit à son maximum. Donc imaginons que par exemple dans le cas d'une maison équipée de panneaux solaires, certes il y a du soleil qui produit de l'électricité, mais le véhicule n'est pas forcément à la maison. C'est-à-dire qu'en fait il faut voir le véhicule comme un moyen certes de stockage mais également de transport. Dans la journée on est à son bureau et la borne est connectée à une borne quelconque qui fait que le véhicule charge de l'électricité. Le soir, on revient à la maison, il n'y a plus de soleil, et à ce moment-là, on peut décharger pour alimenter la maison. Donc, en pratique, si on veut absolument utiliser sa propre énergie solaire pendant la nuit, il faut quand même avoir des batteries à la maison. Sinon, il faut laisser son véhicule dans la journée à la maison, ce qui est quand même quelque chose de voilà. Oui, enfin, quoi que les véhicules ne bougent pas beaucoup. Philippe voulait savoir quel type de véhicule aujourd'hui acceptait ces transferts. Philippe, hein Alors, en fait, aujourd'hui, en matière
chargeurs continus, donc qui sont des chargeurs en général plus chers. Il y a des véhicules de Mitsubishi, par exemple, qui autorisent déjà de faire ce principe de V2G, mais avec des prises CHAdeMO. Donc c'est un principe que moi je trouve un petit peu cher parce que c'est des bornes de recharge. Les bornes de recharge les moins chères dans le domaine, c'est de l'ordre de 6-7 000 euros, ce qui est beaucoup au regard du gain qu'on peut avoir. Voilà. En revanche, en termes de courant alternatif, où les bornes sont beaucoup moins chères, c'est là-dessus d'ailleurs que nous travaillons de notre côté, il y a un véhicule qui est par exemple du Hyundai Ioniq 5 qui a ce principe de V2L en l'occurrence. Donc on peut brancher un petit outil, un genre de prise avec un bout de prise domestique collé à l'arrière sur la prise du véhicule. Et là, on peut sortir du courant électrique, mais on ne peut pas réinjecter ce courant à proprement parler dans le réseau. Il faut isoler la maison si on veut alimenter la maison. Donc, c'est-à-dire on peut, en cas de problème, s'en servir, mais ce n'est pas un principe où tout peut être très facilement utilisable. Si demain, on veut aller vers une situation simple où on branche et tout fonctionne tout seul, il faut attendre jusqu'à, je dirais, début 2024, fin 2023, des nouveaux véhicules qui vont arriver, qui là seront compatibles V2G et pas V2L. Et là, on pourra avoir la continuité. On peut avoir le véhicule qui injecte quand on en a besoin, qui injecte juste pour les besoins de la maison, mais surtout qui est capable, par exemple, la borne est capable d'isoler la maison, d'isoler le véhicule s'il y a un problème en amont sur le réseau. C'est un point extrêmement important. Ça, c'est important, mais dites donc, voilà. on est vraiment à la porte d'une révolution. Pour résumer la réponse pour Philippe, véhicule V2L, ça existe aujourd'hui, Hyundai Ioniq 5 ou Kia EV6 ou hybride rechargeable Mitsubishi, mais il faudra attendre pour avoir vraiment la passerelle complète, il faudra attendre la fin de l'année prochaine. Bon, écoutez, Philippe, merci beaucoup de votre question, parce que moi ça m'a ouvert sur un sujet que je ne connaissais pas, et encore merci pour vos compliments du début, ça fait trop du bien. Allez, dans quelques instants, on va remercier d'ailleurs Ehsan Emani, qui est le directeur CEO de Covoltis, cette grande maison là, de bornes entre autres, qui nous a bien répondu. Ils sont très avancés sur les bornes. Et voici venu le moment de vos questions. On va vous accueillir dans quelques instants. 0826 300 300. Merci à vous tous qui êtes avec nous sur Facebook. Je vais essayer de prendre le temps de poser vos questions, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, au téléphone, par mail ou sur Facebook. Merci d'être avec nous à l'écoute d'On Parle Auto sur Sud Radio. Sud Radio, On Parle Auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, On Parle Auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et dans quelques minutes, nous allons parler des valves électroniques. Comment ça marche, puisqu'il sera question de pneus dans On Parle Auto sur Sud Radio. Mais tout de suite, vos questions en direct au 0826 300 300. Bienvenue dans On Parle Auto. Salut Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Madame Laurence. Bonjour Monsieur Jean-Luc. Comment ça va ? Ça va super bien, je suis très content de vous parler. Mon problème, c'est que j'avais une Toyota Yaris Verso qui a 20 ans d'âge. Elle est comme moi, elle est un peu fatiguée. Son super moteur 1,5 litre VVTi, il consomme maintenant de l'huile parce que je suis en province et je l'utilise principalement à froid. Le matin et sur des petites distances. Ah ouais, parce que j'allais vous dire, c'est quoi ? C'est un moteur essence que vous avez dessus ? Oui, bien sûr. Oui, en VVTi, c'est un moteur essence. Mais parce que j'allais vous dire, c'est indestructible normalement ces moteurs-là. Oui, mais si vous faites des petits trajets, c'est mal. Voilà. Mais je sais bien, depuis que je suis en province, j'ai fait ça. Alors, c'est vrai que je suis toujours en province, j'ai le profil type du mec qui devrait acheter du tout électrique, mais il m'arrive vous n'avez pas envie. J'ai pas envie, je vous écoute. Non, mais attention, je suis pas ni pro-électrique, ni pro quoi que ce soit. Je suis pour le véhicule adapté à chaque usage. Et puis, l'ami Jean-Luc est factuel, en fait. Pour moi, un gros diesel, pour le gars qui fait des longs trajets autoroutiers, c'est l'idéal. C'est pour ça que BM continue d'en faire. Exactement. Après, celui qui fait des petits trajets en province, oui, l'électrique, c'est forcément bien adapté. Alors, la question de notre ami Jean-Charles. Ma question, c'est que je voudrais éviter, si vous voulez, le tout électrique, parce que la quête des postes de recharge en province, il m'arrive de faire des longues distances de temps en temps. D'accord. Et j'ai pas envie de... vous n'avez pas envie de faire la queue ou de chercher les stations. Voilà, alors, sur vos conseils, le Kia Niro électrique, il y a un de mes fils qui l'a acheté. Lui, il fait des longues distances, des trajets 200 km, ça lui va très bien, il recharge chez lui. Mais moi, je serais sur le Kia Niro hybride rechargeable. D'accord, ouais. Alors, pour éviter d'endommager le moteur,
thermique avec des courts trajets à froid, qu'est-ce que je dois faire? Mais court trajet à froid, vous avez 50 bornes d'autonomie. Enfin, vous avez en réalité 40 km. Donc, un court trajet, c'est moins de 40 km pour moi. Donc, vous allez recharger. Votre voiture, elle démarrera pratiquement jamais le moteur thermique. S'il démarrera de temps en temps, pour éviter justement de l'abîmer. Mais en plus, les hybrides sont prévus pour ça. C'est-à-dire, vous avez des huiles qui sont très fluides. Donc, qui vont... C'était la question. Voilà. Vous avez des huiles très fluides dans les hybrides qui vont monter tout de suite. En plus, vous avez des systèmes de récupération de chaleur sur les échappements qui vont permettre de monter l'huile en température beaucoup plus rapidement que sur un moteur normal. Donc, votre moteur, il redémarre pas à froid à chaque fois qu'il s'arrête au feu rouge, évidemment. Donc, il démarre une fois pour toutes le matin. Il va chauffer pendant un petit moment. Donc, vous allez rouler avec le moteur thermique obligatoirement allumé. Et puis ensuite, après, il se coupera, mais chaque redémarrage va pas imputer la durée de vie du moteur. Bon, ça c'est prévu dès le départ. C'est pour ça que les hybrides Toyota, qui existent depuis longtemps, sont aussi fiables. Vous imaginez bien que si à chaque redémarrage, c'était comme un démarrage à froid, ça serait juste une catastrophe. Ben oui, c'était ça mon Donc il faut bien respecter les préconisations, par contre, de remplacement de l'huile et surtout de viscosité de l'huile. Ça, c'est essentiel. C'est des huiles très, très fluides. Je vous écoute depuis des années, alors c'est pour ça que je connais bien la question. Eh ben c'est super en tout cas. Mais c'est idéal pour vous, hein, si vous faites des petits trajets, vous allez consommer que dalle. Hein. Vous serez en électrique tout le temps. Vous avez une maison pour recharger ? Absolument, oui. Alors, vous habitez dans quel coin, Jean-Charles ? Dans le Tarn. Oh, j'adore. Allez-y, Jean-Charles. Ouais, allez-y. Bon. Je veux une question complémentaire sur la boîte automatique double embrayage. Oui. Je sais que grâce à vous que les boîtes automatiques ça se vidange. Oui, mais là alors boîte automatique double embrayage. Il demande si ça se vidange. C'est comme une boîte mécanique. C'est une boîte automatique, mais en fait c'est une boîte mécanique et c'est juste un robot qui passe les vitesses à votre place. Mais c'est une boîte mécanique, donc ça se vidange pas très souvent comme une boîte mécanique. Mais là c'est le garage. Mais moins qu'une boîte automatique. Okay. Mais alors ça se vidange tous les combien? Parce que le concessionnaire. Non mais c'est au moins 10 ans. Je vous dis c'est une boîte mécanique. Oh bah ça va Jean-Charles, ça va. 10 ans. Tranquille. Donc c'est une boîte mécanique. Ben, vous voyez, c'est pas du tout sur la fiche constructeur. Faut vraiment c'est écrit boîte automatique. Alors, mais en tout cas, pour faire simple, c'est une boîte mécanique automatisée. Jean-Charles, puis vous faites bien, c'est que si vous avez des questions, vous faites comme vous avez fait, vous appelez l'ami Jean-Luc dans On parle auto sur Sud Radio, et en tout cas, vous pouvez nous envoyer un mail et aussi à jeparticipe@sudradio.fr. Merci mon Jean-Charles, passez une belle journée dans le Tarn. Je suis obligée de vous laisser parce qu'il faut qu'on parle pneus maintenant. On arrive pratiquement à la fin de cette première heure. Merci Jean-Charles, bon week-end. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Les valves électroniques, comment ça marche? C'est bête, il serait arrivé un petit peu plus tôt, on lui aurait demandé de le faire. Je rappelle que nous allons, après 13h, avoir le bonheur d'accueillir Michel Chevalet dans la chronique collection, parce que Michel Chevalet est un ami et collectionneur de voitures. Bonjour Xavier Darocha. Bonjour Xavier, en charge du développement commercial du TPMS chez Schrader. Alors deux questions, qu'est-ce que TPMS? Alors Schrader c'est quoi? Tiens, c'est une entreprise, c'est suisse, hein, c'est ça? Alors voilà, oui, à la base ça a des origines allemandes, mais c'est basé sur Pontarlier, donc depuis 1898. C'est un vieux truc, ouais. Voilà, on est situé donc à Pontarlier dans le Doubs. Excusez-moi, et vous faites de l'équipement. Attendez, Jean-Luc. Excusez-moi, Xavier, vous avez un haut-parleur sur votre téléphone. Oui, s'il vous plaît, c'est bien de l'enlever parce qu'on vous êtes dans une grotte, là, c'est pas agréable pour vous ni pour nous. Merci beaucoup. Revenons à la question, excusez-moi. Revenons à la question. Donc Schrader, très vite, Xavier. Donc, vous faites des systèmes pour les constructeurs. Donc on est équipementier automobile et on fournit tout ce qui est produit pour l'entretien des pneumatiques. D'accord. Donc que ce soit gonflage, réparation ou TPMS. Alors TPMS, c'est quoi donc? Alors, le TPMS en anglais, c'est Tire Pressure Monitoring System, et en français, c'est SSPP. Donc, c'est un système de surveillance de la pression des pneus. D'accord. Voilà. Donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est obligatoire sur les voitures. Et alors, nous, on va s'intéresser au système qu'on va appeler dynamique, donc qui mesure... En enlevant bien le haut-parleur du téléphone. Oui, en enlevant bien le haut-parleur du téléphone, qui mesure vraiment, avec un capteur, la pression qu'il y a dans le pneumatique. Voilà, c'est ça. Donc c'est le système direct et il fonctionne grâce à des valves électroniques qui sont capables de mesurer la pression et la température dans le pneu et d'envoyer ces informations directement au véhicule. D'accord. Alors ça fonctionne, j'imagine, il y a une pile dans ces trucs-là. Comment ça marche d'ailleurs, tiens?
C'est ça, il y a une pile donc dans le capteur qui est soudée dans le capteur et qui permet de récolter toutes les informations directement à l'intérieur du pneu. D'accord. Bon, la pile, on peut la changer ? Non, la pile, elle est soudée dans le capteur, donc une fois que la pile arrive en fin de vie, vous devez changer le capteur. Alors, c'est bien ça. On sait que c'est obligatoire, donc sur les voitures, ça change tous les combien normalement une pile ? On estime la durée de vie d'une pile environ entre 5 et 10 ans, donc ça dépend du kilométrage effectué avec le véhicule. Et au niveau kilomètres, on estime à environ 150 000 kilomètres. Alors 5 à 10 ans, si je suis dans une zone montagneuse où il fait très froid, ça va être 5 ans. Ça coûte combien ça de changer de changer une valve ? Alors au niveau de tarif, une valve installée donc sur le pneu, c'est entre 50 et 100 euros suivant l'origine de la pièce, si c'est une pièce première monte ou après-vente. Ah ouais, ça veut dire que... Ah quand même. Alors si on prend les premières voitures françaises qui étaient équipées, Renault Laguna je crois, qui étaient équipées de ce type de valve, j'achète une Laguna d'occasion, si les valves n'ont pas été changées et que je dois les changer, je me prends 400 euros dans le museau instantanément. Voilà, donc ça c'est vraiment la tranche supérieure et le maximum, mais oui, vous êtes susceptible si les 4 capteurs ne fonctionnent plus, c'est le budget à prévoir pour le changement de ces valves. C'est vérifié au contrôle technique ça, le fonctionnement des capteurs ? Oui, c'est vérifié au contrôle technique et ça fait partie des défauts majeurs, donc soumis à la contre-visite. D'accord. Ah oui. Et si je change de jante sur ma voiture, je suis obligé de remonter des valves électroniques ? Exactement, parce que le véhicule il est équipé donc en TPMS direct et il va pas comprendre si vous lui mettez des nouvelles roues qui sont pas équipées en capteur, c'est-à-dire qu'il va pas saisir l'information et du coup vous aurez le voyant qui clignotera votre tableau de bord. Donc dès que vous changez de roue, vous êtes obligé d'équiper ces roues en valve électronique. Waouh. D'accord. Les valves, il faut comment elles se marient avec l'électronique de bord de la voiture ? Il y a des opérations spéciales à faire. Enfin, faut faire appel à un vrai spécialiste, j'imagine, pour monter ça. Voilà, c'est ça. Le particulier ne peut pas effectuer le montage parce qu'il y a tout un système électronique pour appairer les valves au véhicule. Donc, il faut aller voir le garagiste, pneumaticien ou centre auto le plus proche. Si je change mes pneus et que j'intervertis mes roues, je mets par exemple, je change que 2 pneus, je mets les pneus neufs à l'arrière et mes pneus arrière qui étaient moins usés, je les mets à l'avant. Est-ce qu'il faut réappairer ou comment ça se passe ? Chaque valve a sa position sur la voiture ? Voilà. Exactement. Il faut, une fois que vous changez votre essuie arrière et vous le mettez à l'avant, il faut l'indiquer au véhicule. C'est-à-dire que le véhicule enregistre les valves, donc position avant gauche, droite, arrière droit et arrière gauche. Si vous changez les pneus, vous les passez de l'avant vers l'arrière, lui, il va localiser, il ne sera pas capable de comprendre que vous l'avez changé, que vous l'avez mis avant droite. Il va penser que vous êtes en marche arrière. Exactement, exactement. Donc ça veut dire qu'on est obligé de passer par un professionnel, même ne serait-ce que pour intervertir les pneus à mi-parcours. Enfin, je veux dire dans la moitié de la durée de vie du pneu. Voilà. Après, il y a différents systèmes. Les systèmes sur les BMW ou les Mercedes, c'est un système qui est capable de reconnaître automatiquement la position des pneus. Donc, ça dépend la marque de véhicule que vous avez. Mais en général, oui, vous avez besoin de consulter votre garagiste. D'accord. Quels véhicules d'origine sont équipés de valves électroniques pour finir ? Comme ça, à la louche, vous avez tout ce qui est Mercedes, BMW, Toyota, une partie des véhicules Opel. Voilà, c'est les véhicules qui sont équipés, la plupart en direct TPMS. D'accord. On peut trouver l'info dans le carnet d'entretien, j'imagine. Voilà, c'est écrit dans le carnet de l'entretien au niveau de ce détail-là. Après, bien demander au vendeur et au garagiste qui, lui, sera capable de vous dire s'il est équipé ou non, car à vue d'œil de l'extérieur, vous n'êtes pas capable, en regardant la valve, de savoir s'il y a un capteur ou non, à moins que ce soit une valve alu. Dans la majorité des cas, ils sont équipés en valve électronique. Bon, parfait. Merci Xavier Darrocha, en charge du développement commercial du TPMS. Merci chez Schrader. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bon week-end à vous. Allez, juste après l'info, nous allons avoir le bonheur de parler avec un général, mais je ne vous en dis pas plus. Oui. Mais surtout, dans notre rendez-vous Classic Car, nous recevons Michel Chevalet, qui est un collectionneur de véhicules. Il nous parlera bien sûr de sa passion et de ses véhicules. Comment ça marche, il sera évidemment avec nous dans On parle auto sur Sud Radio.
Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et avant 13h30, nous vous donnons évidemment la parole, puisque vous pouvez nous rejoindre soit au 0826 300 300, soit en écrivant un mail à je participe en un seul mot @sudradio.fr, en mettant dans le corps du mail on parle auto et bien sûr votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. Tiens, d'ailleurs, on vous l'a annoncé, dans quelques minutes, on reçoit notre ami Michel Chevalet qui a déjà pris place avec nous d'ailleurs. Voilà. Bonjour Michel. Bonjour. Merci Michel. d'être là. Comment ça va? Bien. Et que de retrouvailles. Hein. Ouais. Vous avez vu, valve électronique. Sur d'autres médias. Comment ça marche? Ouais, et ça marche toujours bien. Ah, ben oui, ça c'est mythique. Alors, on racontera maintenant... une histoire dans quelques instants. C'est qu'en fait, je vais tout vous dire, moi, la pipelette de l'émission, c'est que Michel connaît Jean-Luc depuis des années. Ils ont travaillé ensemble. Bref, et surtout que Michel est un collectionneur de voitures, donc ça fonctionne bien. Mais maintenant, on va avoir affaire à la gendarmerie. Et d'habitude, quand vous avez affaire à la gendarmerie, vous êtes plutôt arrêté au bord de la route, Laurence, Moi, avec jamais. les menottes dans le dos. Non, mais là... jamais les menottes dans le dos. Général Xavier Lejeune est avec nous. Bonjour Général. Bonjour Général. Oui, bonjour. On va parler des Peugeot 3008 hybrides rechargeables de la gendarmerie qui vont arriver. Il y en a 395 unités qui vont arriver. Alors, on se pose plein de questions. D'abord, est-ce que vous prenez des gens... Parce que cette voiture, je l'aime beaucoup, donc j'aimerais devenir gendarme pour pouvoir la conduire. Mais surtout, quelles unités vont être équipées de ces véhicules ? Alors les unités qui vont être équipées de la 3008 hybride rechargeable, alors sachant qu'on a déjà des unités qui sont équipées aujourd'hui, ce sont des brigades territoriales essentiellement. Donc la finalité c'est de renforcer et de moderniser la flotte des véhicules des brigades territoriales, c'est-à-dire toutes les unités qui constituent le maillage territorial de la gendarmerie en métropole notamment. D'accord. Alors pourquoi le choix d'hybride rechargeable ? Alors ce choix résulte déjà d'une volonté ministérielle de verdir le parc automobile des forces de sécurité intérieure et donc dans le cadre d'un plan de relance qui a commencé en 2020, donc des achats de véhicules dits d'hiver ou de véhicules propres ont été faits et donc pour la gendarmerie, donc le choix s'est porté sur différents modèles donc de marques Renault comme les Zoé par exemple et pour Stellantis notamment les 3008 hybrides rechargeables. Oui, alors vous savez qu'il y a une polémique sur les hybrides rechargeables. Sévère tant qu'on les recharge, ça l'est beaucoup moins si on trimballe la batterie pour rien, entre guillemets. Comment ça va se passer? Les gendarmeries ils vont être équipées de bornes de recharge pour recharger ces voitures, comme vous allez faire? Oui, tout à fait. Donc toutes les brigades qui vont bénéficier de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ont déjà des bornes de rechargement. Donc pour permettre à ces véhicules de fonctionner essentiellement, notamment sur le mode électrique. Mais des expérimentations ont été faites sur ces véhicules-là et ça répond tout à fait aux besoins opérationnels des gendarmes. Général Xavier Lejeune, vous savez que sur Sud Radio, on parle vrai. Vous avez fait vraiment ce choix en connaissance de cause ou on vous a un peu poussé parce qu'on pousse à aller vers l'électrique de plus en plus ? Est-ce que vous aurez vraiment les mêmes possibilités qu'avec un moteur thermique un peu plus... Mais il y a un moteur thermique. Ouais, mais enfin... Non, mais en plus, 225 chevaux, chevaux, vous allez ça va avoir marcher. Des bruits de mobilette, les gars. Non. Mais vous savez, en toute transparence et en toute bonne foi, la réponse est oui. Puisque justement, comme ça a été précisé à l'instant, c'est que le moteur hybride rechargeable est à la fois électrique et thermique. Donc l'intérêt en même temps opérationnel, le plus sur le plan opérationnel, c'est qu'en étant en mode électrique, le véhicule est particulièrement discret. Et notamment pour des interventions, lorsqu'il y a de la délinquance, choses comme ça, les gendarmes peuvent arriver de façon discrète. D'accord. Voilà, là pour le coup ça me cause moi. Ouais. Et il y a déjà des unités équipées et vous avez des retours du terrain ou pas, d'utilisateurs? Oui, absolument. Donc les retours sont très positifs, mais sachant que justement avant de faire ce choix du véhicule 3008 électrique, hybride rechargeable, donc il a été mis en expérimentation et donc l'expérimentation a été très positive. En expérimentation, on avait d'ailleurs mis en concurrence deux modèles de Stellantis, la C5 Aircross et la 3008 hybride rechargeable, qui l'un et l'autre ont été accueillis très favorablement, avec des avantages pour l'un, d'autres avantages pour l'autre. Et après, donc pour nous, comme on est une administration, il faut bien sûr passer par un marché public. Et le marché public a donné la 3008 hybride rechargeable, comme véhicule pour être sérigraphié, c'est-à-dire avec l'équipement marqué gendarmerie, la rampe lumineuse, etc. Mais on peut aussi avoir des C5 Aircross en mode banalisé, ce qui est aussi le cas.
D'accord. Bon, Dites-moi, super. c'est la fête à la gendarmerie parce que vous avez eu les Alpines là en fin d'année. C'est top. Des 3008 hybrides rechargeables. Il était temps aussi, parce que ça fait envie, surtout par rapport aux 4L d'autrefois. le parc, non. Non mais vous avez tout à fait raison, donc bien sûr les gendarmes, la gendarmerie est très très contente. Bon après en même temps, je vous cacherai pas qu'on a fait quelques petites négociations tarifaires qui nous permet pour, j'allais dire, le prix d'achat qu'on connaissait avant, d'avoir dorénavant des gammes largement modernisées. Et puis en plus c'est bien aussi qu'on reste, enfin c'est pas être patriotique bêtement, mais c'est bien que la gendarmerie fasse travailler les constructeurs français. Voilà. Tout à fait, ça roule français, fabriqué en France. Eh ben c'est top. Merci beaucoup Général, c'est cool. Merci. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous, Général Xavier Lejeune. Et on parlait des Peugeot 3008 hybrides rechargeables pour la gendarmerie. Lui n'est pas gendarme, mais on adore qu'il soit avec nous. C'est l'ami Michel Chevalet que l'on retrouve tout de suite. CTEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Classic Cars avec un homme qui n'est pas classique du tout, même si on l'aime beaucoup. C'est l'ami Chevalet. Bonjour Michel. Bonjour. Enfin, classique, ça commence à être... Classique, c'est plus de 30 ans. Oui, c'est ça. Bon, alors, on est tous classiques. Je suis collection maintenant. J'ai la carte grise collection. Juste avant de parler de votre passion commune, tous les deux, juste pour que tout le monde soit au courant, vous avez travaillé ensemble. Nous, on s'est rencontrés. Alors, j'ai travaillé avec le longtemps. fils de Michel, mais on s'est rencontrés, voilà. C'était à l'époque de Turbo. Oui, à l'époque de Turbo. J'ai travaillé avec Christophe pendant plusieurs années et je rencontrais Michel assez régulièrement, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais que j'admirais déjà depuis que j'étais tout gamin à la télévision, parce que ça me faisait rêver. La vulgarisation, il n'y a rien de plus dur que de vulgariser des choses scientifiques. Et c'est un peu grâce à moi si vous êtes là, parce que il faut rendre à César ses lauriers. On s'est rencontrés. Non, on dit pas tout. On s'est rencontrés, on a parlé. Il m'a dit mais tu travailles avec l'ami Jean-Luc, ça me ferait plaisir de le revoir. On s'est appelé. Vous êtes passionné de voitures, vous êtes collectionneur. Vous voilà avec nous, c'est top. Ah ben c'est merveilleux. Un grand merci, ma chère Laurence. Alors passion principalement des véhicules militaires, qui est venue quand vous étiez petit, non ? De la technique, d'accord. La technique. Bon, et déjà je mettais les mains dans le cambouis en tant que journaliste débutant, parce que j'aimais la technologie. Et je disais, si un garagiste, un mécano sait le faire, moi qui ai une bonne formation technique, je dois également pouvoir quasiment tout faire sur mes voitures. Donc je faisais la maintenance de mes propres véhicules. Ah ouais. Voilà. C'était quoi votre première voiture, tiens ? Vous savez, quand j'étais étudiant, élève ingénieur, mes parents n'avaient pas de voiture, on n'avait pas les moyens. La première, je crois que... c'est une 4 chevaux. Oh, cool. Pardon. Bonne vieille 4 chevaux. J'arrivais à loger mon 1m85. C'est ça la difficulté. Les vitres, il n'y avait pas de vitres, vous vous souvenez c'était une horrible tape-cul. C'était petit, avec le moteur derrière, un tout petit coffre devant. Mais un engin, sous-motorisé, vraiment, mais très solide. Et qui répondait, ce que je trouve tout de même, quand je regarde aujourd'hui une 4 chevaux, je me dis, on partait, les Français moyens partaient en vacances avec des bagages sur la galerie et des fois une petite remorque monoroue à l'arrière. Et ça existait. Alors vous savez peut-être que c'est Ferdinand Porsche qui a été incarcéré après la Deuxième Guerre mondiale, qui a contribué... Alors, est-ce que c'est une légende ou pas ? Mais il y a des gens qui étaient dans le projet qui m'ont confirmé qu'il aurait contribué un petit peu au développement de la 4 chevaux. Donc on aurait été un petit peu aidé par de mettre le groupe moteur à l'arrière. C'est ça, surtout ça. Une voiture populaire et 2 de moteur à l'arrière. Et comment on en arrive à être aussi passionné des véhicules militaires ? Si vous voulez, c'est toujours le coup de cœur. Moi, ma découverte des véhicules quand j'étais môme, parce que je suis un enfant de la guerre, c'était les Jeeps, la Libération, mais j'ai vu arriver l'armée américaine en 44-45. J'habitais à la banlieue est, et de voir des Jeeps, des Dodge, des Chars, des trucs, c'était fascinant pour moi d'avoir ces gros, c'était des très gros matériels à l'époque par rapport aux véhicules français. Il m'est resté toujours cette idée une passion pour la Jeep, la vraie, la Willys d'armée. Et je me disais un jour, quand j'aurais un peu de fric, je m'achèterais une Willys. Une Willys. Alors c'est ce qui s'est fait avec beaucoup de retard, parce que j'ai fait faire mon diplôme d'ingénieur, travailler, se lancer dans la télévision, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a un peu plus de fric que j'ai acheté. Ça c'était à l'époque, ça a changé. J'ai acheté une Jeep, une Jeep. Et mon fils... évidemment, a pris la passion de papa, et c'était devenu mon mécano. Il est devenu très fort en mécanique.
C'est-à-dire que pour lui, la Jeep, on a même fait un livre, c'était sa passion. Voilà. Et de là, quand on a une Jeep, il y a les copains qui disent tiens, tu veux pas un truc plus gros? Ouais. Vous avez tout compris. Attendez, on avait se retrouver avec un char, nous. Vous savez, j'ai un copain qui a eu un char Sherman. Bon, il l'a vendu parce que quand il allait, on l'appelait à droite à gauche pour aller à des événements. 400 litres à l'heure. Et c'est ça, exactement. Et personne lui payait jamais l'essence. Il a dit bon, c'est bon, je suis obligé d'avoir un porte-char. Mais il faut déplacer d'abord l'engin avec un porte-char. En plus, qui lui consomme aussi beaucoup. Et alors aujourd'hui, on en est où? Il y a quoi dans votre garage? Alors j'ai vendu toute la collection militaire. Il y a une Jeep qui est en restauration, une Slat Grille que les passionnés connaîtront. C'est vraiment le premier modèle 41, avant la Willys de série. Elle est en cours de restauration parce qu'on restaure. Et donc on a fait le choix, on a abandonné le militaire parce qu'on ne va plus s'en servir, parce que c'est très mal vu, etc. Puis qu'en France, moi j'avais un camion AGMC qui est une merveille. On allait faire du tout-terrain avec. Maintenant on ne peut plus rouler avec, c'est interdit. Alors il a été vendu. Et donc on s'est retrouvés, on s'est dit avec Christophe, puisqu'on connaît bien la technique Willys, Christophe me dit, tu sais que Willys a fait des voitures civiles. Ah bon? Oui, après la guerre, le marché s'est ralenti. Donc, c'est ce qui les a perdus d'ailleurs. Ils ont fait une station wagon que j'avais acheté et restauré. Et puis surtout, quelque chose de très rare, qui est un Jeepster. C'est-à-dire une voiture décapotable, pas chère. Comment elle s'appelle? Jeepster. Une décapotable, 4 places, qu'a fait Willys. Mais malheureusement, Willys, il l'a sorti en 48. Il a mis le moteur de la Jeep. Il récupérait tout. La boîte de vitesse à la Jeep, quelque chose d'archaïque. Alors que dans les années 50, Ford avait déjà le V8, il y avait déjà les boîtes automatiques, etc. Donc c'était dépassé. Et ça a coulé la marque Willys, puisqu'ils en ont construit que 20 000. Alors 20 000 voitures aux États-Unis. Bon. C'est que ça. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Oh, bravo. Elle est plutôt jolie. Elle est de cette couleur-là. Celle-là, elle est de 48. La mienne, non, c'est une 50. Elle est de 1950. Et elle roulera quand? Mais elle roule. Ça y est. Christophe, mon fils. Oui, on l'a restauré complètement. On ira faire un tour cet été. On l'a démonté. Bon, Michel, avec Christophe, on va faire un pique-nique cet été en vieille voiture et on emmènera Laurence. Oh oui! Parler de la voiture qui est vieille, là. Oui, parce qu'elle consomme plus que la voiture. On prévoira des bouteilles, il y a un grand coffre. Avec modération, mais toujours que du bon. Voilà. En tout cas, Monsieur Chevalet, c'était un honneur de vous recevoir. Je pense qu'il y a encore plein d'histoires autour des voitures de collection ou autour de votre passion. Oui, parce que j'ai participé à la restauration de vieilles locomotives à vapeur aussi. Tout est technique. Locomotive, on fait encore pas, mais peut-être qu'un jour. Voilà, mais qui marche au charbon et qui roule dans la baie de Somme. En tout cas, tout est passionnant. Disons que j'avais contacté Stéphane Bern, pour la faire très court, et étant ingénieur d'origine, j'ai une passion pour sauver notre patrimoine industriel. Et technologique. On fut une très grande nation. Et donc, de fait, je milite beaucoup pour sauver des vieilles entreprises, des vieilles usines que l'on va démonter, les machines-outils. Je regrette, par exemple, patrimoine industriel, de vous à moi, qu'en France, on n'ait pas été foutu sur l'île Seguin de sauver une chaîne béton. On est d'accord. Mais je suis d'accord. Et ça, malheureusement, c'est français. Michel Chevalet parle vrai également sur Sud Radio dans notre rendez-vous On parle auto. Merci Michel, au plaisir de vous inviter de nouveau et de vous revoir évidemment. On va s'organiser un petit truc tous les trois, une petite balade en voiture de collection ou autre, c'est cool. À suivre dans notre rendez-vous, quelle auto choisir? Vous savez que vous pouvez faire appel à l'ami Jean-Luc pour avoir des conseils, 0826 300 300 directement ou même par mail. Je participe @sudradio.fr pour vous inscrire pour les émissions prochaines. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et pour notre rendez-vous, on accueille tout de suite Gilles qui a composé le 0826 300 300 et qui nous rejoint. Salut Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ma foi. Et vous êtes où, vous? Je suis à Boulogne, Billancourt. D'accord. Tiens, on vient de parler de Boulogne justement avec Michel en disant qu'on était triste que l'usine Renault était démantelée totalement. Où l'on écoute Sud Radio. Complètement démantelée. 99-9. J'ai réussi à le placer. On vous écoute, Gilles. Écoutez, moi je vous ai contacté parce que j'ai un petit souci, savoir que j'ai un véhicule, j'ai un Mercedes classé 200
qui va avoir 211 000 km actuellement, qui roule très très bien. Oui, j'allais dire, elle vient de finir son rodage, donc tout va bien. Ah ouais, marche nickel. Mais je me pose la question, si je devais la changer, par quoi je pourrais la changer? Parce que je fais donc 43 000 km par an. Vous roulez beaucoup, oui. Ouais, je fais beaucoup d'autoroutes, donc je fais pas mal de blablacar aussi pour pas qu'il y ait trop de frais, puis pour la pollution quand même. Et c'est un minimum. Alors la vraie question, c'est vous voulez acheter une voiture neuve, une voiture d'occasion, et quel est votre budget? J'ai pas le budget pour acheter une voiture neuve. D'accord, donc plutôt d'occasion. Celle-ci, je l'avais achetée 18 000 €, elle avait 37 000 km il y a 3 ans et demi. D'accord. 3 ans et demi, 4 ans. Ah oui, donc vraiment, vous roulez beaucoup, effectivement. À 43 000 par an. Ouais. Et vous aviez déjà bien fait d'acheter une C200 et pas une C180, parce que sinon vous auriez eu le moteur Renault et là vous auriez sans doute été beaucoup moins loin. Ah non. Eh ben écoutez, je roule beaucoup pour répondre à la question parce que ma famille, j'habite à Boulogne-Billancourt et j'ai 2 travails. J'en ai un en début de semaine qui est à Rouen et j'en ai un autre qui est en fin de semaine à Poitiers. D'accord. Ah oui, effectivement. Voilà, pour simplifier. Alors, votre budget, même si c'est de l'occasion, c'est quoi? Entre 20 et 25 000, on va dire. Entre 20 et 25 000. Vous voulez quoi, une berline? Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de SUV sur le marché en ce moment. Oui, mais ça, j'ai peur que ça coûte cher en pneus et ainsi de suite, parce que je vois le reste aussi. Et puis, j'ai une deuxième, j'ai quand même un autre impondérable, c'est que j'ai un gros chien qui fait plus de 60 kilos, donc c'est un braque. 60 kilos, mais c'est quoi? Un braque? C'est un mastif? Un braque? C'est un bull mastif. Un bull mastif, voilà. C'est un poupounet qui est super gentil, mais... donc faut un grand coffre. Mais comment vous faisiez pour le mettre dans la classe C? Mais c'est un braque. Ah d'accord, vous aviez pas dit ça que c'était un break. Alors du coup, ce que je peux vous proposer, mais alors dans le budget, il y a un truc aux alentours de 25 000 € que vous pouvez avoir. Alors ça sera des kilométrages un peu plus élevés que ce que vous aviez quand vous avez acheté la Mercedes, aux alentours de 110 000 km, mais qui en termes de fiabilité est absolument ahurissant. C'est un Lexus RX 450H, un 450 avec la finition, avec tout dedans. Vous pouvez toucher ça pour 25 000 €. C'est super fiable. Vous pouvez le faire fonctionner comme vous roulez beaucoup, moitié-moitié à l'éthanol. Vous allez baisser votre consommation. Moi, je le fais sur le mien. Donc, si je vous dis que ça marche, c'est que ça marche. Ça marche sans risque. Avec ou sans boîtier? Sans boîtier. Ok. Sans boîtier. Si vous voulez mettre un boîtier, vous pouvez mettre un boîtier, mais ça marche sans boîtier. La Mercedes, je suis à peine à 6 litres au 100. Ah oui, non, mais là, vous allez... sur l'autoroute. Oui, là, vous allez grimper à 9 litres, mais avec un carburant qui, au final, vous coûtera moins cher. D'accord. Donc l'un dans l'autre, ça sera aussi bien. Et puis bon, après, je vous parle pas d'agrément parce que vous avez 313 chevaux dans le Lexus. Ah, c'est bien ça. Voilà, bah oui. Ça, quand donc vous allez avoir besoin de doubler. Et surtout, votre chien m'appellera après pour me remercier parce qu'il va avoir vraiment beaucoup de place derrière. Donc Lexus, c'est lequel déjà? Un 450H. C'est celui que vous avez? Vu le budget, non, moi j'ai le modèle d'avant. D'accord. Mais inusable, à tel point que je pense que dans 10 ans, si on fait encore cette émission, je vous dirais que je l'ai toujours. Je nous le souhaite, la mise en vie. C'est increvable. Je pense qu'en termes de fiabilité de tous les modèles sur le marché, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. C'est pour ça que la Mercedes, il faut quand même reconnaître que je ne change... Enfin, comme problème, je n'ai eu qu'une sonde lambda sur le catalyseur qui m'a coûté 80 € et qui induisait un problème de boîte de vitesse derrière parce qu'elle se mettait en sécurité. Mais j'ai jamais eu de problème. C'est étonnant parce que il y a des pneus, je passe plus de pneus que d'autres choses. C'est étonnant parce que la 7 G-Tronic, c'est ça que vous avez sur la voiture en boîte automatique? Non, ah j'ai non, la vieille tant boîte. mieux. Ah, tant mieux. J'ai la vieille boîte qui est un peu lente, là, où on peut aller boire une bière le temps qu'elle passe ses rapports. D'accord, mais au moins elle est fiable, celle-là. Ou un verre d'eau quand on roule, c'est peut-être mieux quand même. Oui, ou un verre d'eau, oui. Excusez-moi d'être un peu la mère fouettard. Du coup, on va là-dessus? Ouais, on part là-dessus, on part sur le Lexus, Gilles, ok? D'accord, ok, bah écoutez, super. Dernière question par rapport au Lexus. On va être chaud là, Vite, on peut l'atteler? Oui, on peut l'atteler. Oui, on peut l'atteler. D'accord. Sinon, j'avais compris, on peut l'appeler. Non, on peut l'atteler. Bon, c'est cool. Gilles, on vous souhaite un bon week-end et merci d'avoir appelé On Parle Auto. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Sud Radio, On Parle Auto. Il nous reste 1 minute à peine pour conclure. Les petites brèves de la semaine. On va faire juste une petite brève et que je trouve très intéressante, c'est que la production de lithium français vient de débuter en Alsace. Vous savez que le lithium, c'est un métal qui est indispensable pour la fabrication des batteries. Eh bien, la France pourrait devenir un des premiers producteurs mondiaux
est le premier producteur européen. La technique d'extraction permet, à partir des eaux géothermales, vous savez, en Alsace, il y a des eaux géothermales qui sont utilisées. Elles sont riches en lithium. Et on a mis au point un procédé qui permet, quand on remonte l'eau chaude pour s'en servir pour de la géothermie, d'extraire le lithium et ensuite de réinjecter l'eau dans le sol. C'est écologique et ça permettrait d'assurer une production. Alors, la France a besoin de 15 000 tonnes de lithium par an. Là, les réserves sont estimées entre 10 et 40 millions de tonnes. Donc, on pourrait être tranquille pour les années à venir. Ça veut dire que ça sécuriserait l'approvisionnement français en lithium. Bon, à suivre. On vient déjà de produire les premiers kilos. Ça va monter doucement en puissance, mais... C'est une plutôt bonne nouvelle, vu les temps. C'est un petit coin de ciel bleu qui s'ouvre. Et vu dans l'industrie un ciel française, ça pourrait être bien aussi d'avoir ce genre de choses en plus. Bon, ben voilà, on arrive à la fin, au terme de notre rendez-vous. Ouais, mais on se retrouve la semaine prochaine, c'est ça qui compte. Avec beaucoup de bonheur. Et puis moi, j'en profite, puisque les vacances scolaires ont commencé, puisque nous sommes mi-février déjà, pour souhaiter de bonnes vacances à tous ceux qui en profitent. Voilà, on parlera de chevaux la semaine prochaine. J'adore. Madadoche ? Ouais. Allez, à samedi prochain, prenez soin de vous. Bon week-end à tous. Tout de suite, c'est l'ami Alain Marty et Invino dans le poste. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.